So, okay. J'avais 69 ans quand mon cœur s'est arrêté pendant 2 minutes et 17 secondes dans le couloir du CHU de Bordeaux. 2 minutes et 17 secondes. Je les connais par cœur, parce que la cardiologue me les a donnés comme si c'était un cadeau. Un chiffre précis pour désigner quelque chose d'absolument imprécis. Ce que j'ai traversé là, je ne sais pas encore comment l'appeler. Ce que je peux vous dire, c'est ce que je n'ai pas vu. Pas de lumière, pas de tunnel, pas de visage familier qui m'attendait de l'autre côté. Rien. Un rien complet, sans texture, sans bord. Pas même le noir que vous voyez quand vous fermez les yeux. Ça, c'est encore quelque chose. Là, il n'y avait absolument rien, pas même la conscience du rien. Et ce rien-là a changé quelque chose en moi d'une façon que je n'avais pas anticipée. Je ne vous dis pas que Dieu n'existe pas. Je ne suis pas venu ici pour ça. Ce que les neurologues proposent, une explication biochimique des mécanismes de décharge cérébrale, la DMT, la sérotonine, peut-être que tout ça est vrai, mais cela n'enlève rien au mystère de ce que chacun traverse. Ce que j'ai compris, moi, dans ce couloir, puis dans les semaines qui ont suivi, c'est quelque chose de beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus douloureux. Ce qui m'a frappé en revenant, ce n'est pas l'au-delà. C'est ce que j'avais laissé en désordre ici. Je m'appelle Bernard. J'ai maintenant 72 ans et je dois vous parler d'une maison. Ma mère avait une maison dans le Var. Pas grande, 3 chambres, un jardin avec un figuier, une terrasse qui regardait vers les collines. Elle l'avait achetée avec mon père en 1971, l'année où... 안녕하세요, 얌얌 식구들. 요새 날씨가 갑자기 이게 따뜻해지고 좋아가지고 야외에서 한번 떡볶이하고 라면 먹방을 한번 해보려고 나왔습니다. 그럼 맛있게 잘 먹어보겠습니다. 네, 맛있게 먹겠습니다. 네. 자, 먹어볼까? 날씨가 이렇게 더워졌지? 아침에는 추워가지고 막 떨었는데 지금 되게 더워. 여름이야 갑자기. 등이 뜨끈뜨끈해 등이. 등이 뜨거워지고 있어. 아니 이게 추웠는데 이상하지? 소주도 가져왔어? 꽉 찼다. 새가 엄청 오네. 그러게. 자, 먹어볼까? 오. 등이 따뜻해지고 있네. 이야, 이거 아침에 영화였는데. 맛있네. 진짜 맛있는데? 맛있다. 왜 야외에서 먹으면 이렇게 맛있어지는 거지? 그러게. 떡볶이를 이거
잘 익었다 떡볶이. 맛있네 아주. 야, 맛있다. 식으라고 좀 빼놔야겠다 이거. 야, 이제 쫄아가지고 쫀득쫀득해졌는데. 아, 깨고 있지? 자, 얌얌이 식구들을 위하여. 맛있는데? 오, 맛있네. 어. 떡볶이가 되게 잘 됐다. 이거? 야, 이거 되게 맛있지? 양념이 이렇게 잘 됐네, 이거. 그러게. 쫀득쫀득해요. 양념이 제대로 됐는데? 약간 쫄았어, 양념이. 그래가지고, 맛있어요. 되게 맛있다. 와, 맛있다. 라면 더 줘? 그 저번에 대박이가 병원을 갔다 왔거든요. 근데 췌장이 안 좋아가지고 간식을 못 먹어요. 지금 집 안에 있어요. 못 나왔어요. 대부분 나오고 싶었을 텐데. 그래. 맛있네. 그래? 청어 맛있네. 대박의 건강을 위하여. 어우. 야, 이제 여름 되면은 자주 나와서 먹겠다. 그러게. 겨울이 진짜 끝나는 것 같은데 이제. 오늘 처음으로 느꼈다. 이게 봄이 아니고 여름이야. 아침엔 겨울이었는데. 땀나. 지금 땀더라고. 여기 뜨끈뜨끈하다. 우리 끝내주네. 그럼 무슨 먹어야겠나? 맛있다.
약간 쫄니까 되게 맛있네 이게. 오케이, 쇼. On est bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu, Trump, le coup final est prêt. Oui, le Pentagone s'apprête à porter le coup final à la guerre. Il serait massif. Information signée Axios, combinaison d'opérations au sol, de bombardement au plus profond de l'Iran, escalade militaire et guerre totale sont-elles à la clé si les efforts diplomatiques revendiqués encore en ce moment même par Donald Trump ne donnent rien, ne sont pas au rendez-vous. Oui, tout serait prêt. Comptez sur nous pour tout vous dire. Les 4 points de ce plan, les objectifs principaux, toujours l'île de Cap, mais vous le verrez, une autre île est dans le viseur, essentiel pour le contrôle de Hormuz, dont Israël vient de tuer le commandant iranien en charge de la fermeture, c'est pas rien. Mais attention, si les États-Unis se préparent à venir plus près, les Iraniens se préparent à les accueillir. Regardez cette image, elles sont fortes les images, j'espère qu'on va la voir. Regardez, j'attends, je mouline avec mon bras. Non, c'est pas ça, on y est, voilà, cette image. Comme closer, venez plus près les Américains, la dernière provocation iranienne. Autre image à vous montrer, elle est signée The Economist, la une de The Economist, forte encore une fois. Avantage Iran, c'est un parti pris, nous en débattrons. Et si Trump voulait s'extirper lui de ce conflit au plus vite, et si c'était Israël, mais aussi les pays du Golfe qui le maintenaient maintenant sous pression sur un air de cette guerre est allé trop loin. Désormais, il faut aller jusqu'au bout pour tout vous faire vivre, tout vous faire comprendre. Nos équipes sont toujours sur le terrain. Nous serons aux États-Unis, nous serons à Téhéran, nous serons en Israël, nous serons à Doha, bien évidemment. Mais d'abord, Trump, le coup final est prêt. Nous sommes le pire cauchemar des Iraniens, assène Donald Trump. C'était il y a quelques instants. Écoutez, regardez. Pour que ce soit bien clair, parce que j'ai vu les fake news qui ont été publiées dans le Wall Street Journal, et ils ont dit que moi, je voulais faire un accord. C'est eux qui me supplient de faire un accord. Et n'importe qui a vu ce qui se passe en Iran comprendra pourquoi les Iraniens veulent faire un accord. Les Iraniens disent, bon, on ne veut pas parler aux Américains, mais tout le monde sait la situation des Iraniens. Et ils sont pas bêtes, vous savez. Ils sont même très intéressants et ce sont des bons négociateurs. Ce ne sont pas des très bons guerriers, mais ce sont des bons négociateurs. I know you are hopeless. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Samantha Bendern. Bonjour, vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Une fois sur deux, hein. Je vais y arriver. Guillaume Roquette, c'est plus facile. oui, vous avez raison. Guillaume Roquette, merci beaucoup d'être avec nous. J'en suis ravie, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Margot Haddad, merci d'être là, bien sûr, éditorialiste international LCI. Général François Chauvency, merci également, consultant géopolitique LCI. Et nous sommes ravis donc d'accueillir sur ce plateau Pierre Servant. Bonjour Pierre, vous êtes éditorialiste géopolitique TF1 LCI et auteur notamment du livre Les présidents et la guerre aux éditions Perrin. Et donc, le coup final est-il proche? En tout cas, il est prêt. Toutes les options sont à notre disposition, dit J.D. Vance il y a quelques instants. Quelles sont ces options? Comptez sur nous pour tout vous décrypter, bien évidemment. Mais d'abord, regardez, Donald Trump, ça fait quoi? Plus d'1 heure et quart maintenant qu'il parle. C'est une sorte des conseils des ministres autour de Donald Trump, version Maison-Blanche. C'est 1 heure et quart de monde selon Trump. Pour bien comprendre, prenons direction
à Washington pour vous retrouver, Justine Jankowski. Pouvez-vous nous expliquer, nous faire un petit résumé, analyse de texte de tout ce que Donald Trump vient de dire lors de ce Conseil des ministres? Oui, je sais, on fait ça autour du plateau, vous avez du boulot, allez-y. Oui, effectivement, Donald Trump qui parle déjà depuis plus d'une heure en réunion avec les membres de son cabinet. Pour tout vous dire, il n'a pas encore pris les questions des journalistes présents dans la pièce. Et effectivement, il y a déjà beaucoup à dire. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de commencer par dire que Donald Trump a abordé ce meeting de manière très optimiste. Il a commencé par vanter les destructions commises par l'armée américaine. Il a dit plusieurs fois qu'ils avaient totalement détruit la marine iranienne, qu'ils étaient très en avance sur le planning. Et puis il s'est efforcé de donner sa version des faits en disant que ce n'était pas lui qui voulait négocier, que c'était les Iraniens qui le suppliaient de passer un accord. Ça, j'ai compté, il l'a dit au moins 3 fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a tout de suite ensuite donné la parole à J.D. Vance, son vice-président qu'on n'avait pas beaucoup vu sur ce dossier pour l'instant, mais on sait que la Maison-Blanche pousse pour qu'il reprenne les négociations. On a évoqué par exemple d'éventuelles discussions au Pakistan ce week-end avec les Iraniens. J.D. Vance pourrait y aller parce que ce qu'on entend ici, c'est que les Iraniens ne veulent plus discuter avec Jared Kushner et avec Steve Witkoff parce qu'ils ne leur font plus confiance. Steve Witkoff, à qui Donald Trump a lui aussi donné la parole, il a confirmé qu'un plan américain en 15 points avait bien été transmis aux Iraniens, et puis il a conclu en disant qu'il y avait un fort signe que l'Iran peut être convaincu d'accepter les termes américains pour mettre fin à la guerre. Si Justine Jankowski, on se retrouve dans quelques instants parce qu'on a encore pas mal de choses à se raconter, vous l'aurez compris. Puis Donald Trump, il est toujours en Conseil des ministres version Maison-Blanche et il n'a toujours pas répondu aux journalistes, donc à tout moment, nous pourrons reprendre la direction de cette Maison-Blanche pour tendre l'oreille. Alors, Pierre Servan, le monde selon Trump, pour vous, c'est la méthode Coué, où il a des raisons, effectivement, d'être en confiance, après tout, le président américain? C'est un peu des deux. C'est beaucoup la méthode Coué. Alors, il y a des résultats militaires. On ne peut pas dire que les forces iraniennes, balistiques, les lanceurs, la marine n'a pas été détruite. Donc ça, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de méthodes Coué. Ce qui me frappe beaucoup, c'est à qui s'adresse Trump avec ce type de communication. À mon sens, il s'adresse surtout aux Américains et au peuple MAGA. Et donc, il développe un discours extrêmement optimiste. Tout va bien, on avance de phase. Il l'avait déjà dit, même si c'était un peu contredit, mais il passe son temps à se contredire, puisqu'il avait exprimé le fait que cette guerre aurait dû durer une journée. C'est-à-dire qu'il a cru à ce que les Israéliens lui ont dit, on décapite le régime et c'est terminé derrière, le régime va se rendre. Donc je ne sais pas en avance de quoi il est en retard par rapport à la journée où tout devait être terminé, il est en avance sur je ne sais pas quoi. Donc vis-à-vis du peuple américain et de la base MAGA, c'est tout va bien, on est en avance, c'est formidable, on n'est pas demandeurs, ils viennent nous demander. Bon, ça c'est une chose. Mais les Iraniens regardent. Et à mon sens, là, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un aveu de faiblesse. Ils voient un président qui a besoin de se justifier. Et ça, en négociation, si vous voulez, c'est pas bon du tout. Quand vous dévoilez vos cartes, quand vous avez le sentiment d'être un peu sur le feu, c'est pas une bonne tactique. Alors effectivement, c'est parfaitement résumé, l'impression d'être sur le feu. Donald Trump qui dit « on va continuer de vous bombarder durement et assurer qu'ils ne sont pas dans un bourbier », ça c'est la voix de Pete Hegseth. Écoutez ce petit résumé de l'état d'esprit de ces dernières minutes. Et là, ça fait 3 semaines que cette opération a commencé. Mais ce n'est pas l'Irak. C'est pas un match nul. C'est pas 50-50, c'est pas le chaos. Bien au contraire, c'est le succès américain. Donald Trump qui donc assure, c'est écrit en bas de votre écran, qu'ils vont continuer de frapper assez durement. L'analyse de texte, Margot Haddad, vous connaissez par cœur les États-Unis, l'état d'esprit, c'est de la confiance ou c'est l'arbre qui cache la forêt de la fébrilité? Il y a un message dans cette conférence de presse que vient de dire Pete Hegseth, c'est le succès américain.
Et le succès américain, c'est aussi un moteur pour la base Vagar, même si ça fait peur pour beaucoup de choses sur l'interventionnisme dans le monde. Le fait d'avoir le porte-drapeau américain, de refaire de l'Amérique une grande puissance, c'est un scénario auquel les électeurs de Trump continuent de croire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont revoté pour Donald Trump, parce qu'il incarnait ça. Et beaucoup d'électeurs américains ne sont pas forcément MAGA. Beaucoup d'électeurs américains de Trump sont des pro-Trump et donc suivent Trump dans de nombreuses de ses décisions. L'opération terrestre peut être un changement de scénario, notamment pour les électeurs de Trump et pour ceux qui le suivent actuellement, parce que l'opération terrestre, si elle est beaucoup trop risquée et s'il y a des corps américains, des soldats tués qui reviennent sur le territoire américain, on change de dimension et c'est pour cela qu'il joue à cette méthode Coué pour l'instant. Alors, il n'y a pas de bourbier, assurent les responsables américains encore réunis à la Maison-Blanche en ce moment même. Mais vous allez voir maintenant qu'il y a bien des endroits dans la région où ils sont factuellement obligés de reculer depuis un moment maintenant. Il y a des destructions iraniennes sur des bases américaines qui ont forcé des troupes américaines à s'installer plus loin. Information du New York Times, mais allons plus loin. Ensemble, Général Chauvency. Général, pour nos téléspectateurs, quelles sont ces bases qui ont été frappées dont on parle aujourd'hui? Bon, vous avez 13 bases qui se trouvent justement, on les voit là en partie. Hein. Les bases principales, d'abord ici, vous avez la base aérienne d'Aoudeid, c'est 10 000 hommes, c'est près d'une centaine d'appareils. Vous avez le PC de la 5e flotte américaine qui se trouve ici. Vous avez aussi au Qatar, vous avez le commandement déporté du l'USCENTCOM, donc le commandement opérationnel des forces américaines au Moyen-Orient. Donc vous avez une antenne, et puis vous avez un certain nombre de bases réparties un petit peu partout. Alors maintenant, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce repli forcé à cause des Iraniens. Il est normal que quand on lance une opération le 28 février, que déjà une partie de ces bases était plus ou moins, je dirais, désaffectée. On a laissé une base arrière en quelque sorte. Mais effectivement, comme il y a eu des frappes sur des territoires d'ailleurs arabes, même s'il y a des emprises américaines, des territoires arabes qui n'étaient pas en guerre, les Américains ont peut-être pu penser qu'ils étaient protégés. En fait, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est votre analyse, on en débattra juste après tous ensemble, mais quelles sont les conséquences pour les opérations américaines? D'abord, à reculer sur certaines de ces bases, dans quelle mesure ça gêne la guerre menée par les Américains? Alors, dès lors que vous avez des radars, vous avez des forces logistiques, vous avez des forces de commandement, oui, le fait de désorganiser l'organisation générale des forces américaines, oui, ça a un impact. Mais je ne peux pas penser que l'état-major américain n'ait pas anticipé quand même l'organisation de ces forces. Je sais que c'est un article du New York Times, mais c'est aussi peut-être aussi un moyen de mettre en difficulté Donald Trump, peut-être, sur la préparation de cette guerre, parce qu'on voit bien que par certains aspects, cette guerre n'a pas été préparée très correctement dans la mesure où on n'a pas vu toutes les mesures que pouvaient prendre les Iraniens. Ça, c'est l'analyse donc du général Chauvency. Merci beaucoup. Pierre Servan, votre regard à vous, est-ce que cela traduit malgré tout une immense fragilité américaine, la première puissance mondiale obligée par endroit de rétro-pédaler, de se retirer? Est-ce un manque de préparation, de solidité? Très clairement, il y a une improvisation. Parce qu'on n'arrête pas de parler des renforts qui sont en train d'arriver, la 82e Airborne, les Marines, etc. Mais il y a quand même 40 000 hommes, soldats américains, sur place, qui sont déjà sur place dans les différentes bases que tout à l'heure qu'on a vues sur la carte. Et ces militaires sont quand même en difficulté pour assurer leur mission ou pour jouer leur rôle si demain, effectivement, il y a un déploiement plus important, des assauts de la mer vers la terre, etc. Et en fait, on ne peut pas les énumérer, mais le nombre de signaux qui montrent que les choses n'ont pas été préparées et qu'il y avait vraiment une surconfiance, une hubris totale des Américains et de Trump en pensant qu'en décapitant le régime, vraiment, le coup serait tellement terrible de tuer Ali Khamenei et donc le régime s'effondrerait sur lui-même. Vous voyez derrière que les troupes qui maintenant vont peut-être participer à des assauts de la mer vers la terre, il faut les ramener. Il y a un bâtiment qui va partir de Californie, il va arriver dans 15 jours ou 3 semaines, il n'est pas encore là. Hey, avec notre diplôme universitaire, on va avoir des tarifs préférentiels. Carte de poids.
그래. 빨리. Keep silent. After coming. ये बाहर आके मैं छोटी बड़ी सूझ गई है खाने खाने खत्म बर्बाद बात है तो क्या नहीं बात वही मैंने खा लिया ये मैं खाती हूँ और बाकी जो हमें सब बाहर तुमने खाई छोटी की बच्चा डिस्टर्ब बनती है छोटी ढोली गई मैंने दिन बात खा दिया जितने बात खा दिया है नहीं खानी ना अभी आपने बात खान छो है ना मेरा दिन बात करने में बात खाओ बात और जुड़ी गए बात क्यों और जुड़ी गए बच्चा कम खाएगा You coming? Lottie. हमारे के साथ और घर जाती है मोहन भाई खुद ही बोल Chicken and pancit. What are we cooking next? Suggestion 45, you're up next. Yeah, that's what it is. Jollibee spaghetti. Okay, let's go by itself first. Peep the crunch. Super hot this. Piping hot. Delicious. Banana ketchup. Banana. I tell you a secret. Every time I eat egg roll, I like dipping it into ketchup. Okay, that's my little secret. With banana ketchup, same thing, very delicious.
Okay? Here. Lemon. So I didn't put any meat today just because there's chicken on the side, chicken tocino on the side. Okay, mix and mix. Let's go. Pancit. Bite on this soup proper. Nah, so simple and delicious. I think it. Bro, I'm getting a cake. I'm gonna ask my wife to make flan, 100%. But tomorrow, we get an Filipino dish. I'm gonna ask my wife to make ube cake with flan on top. Oh, one of my favorite cake right there. Ube cake with flan. It's a terrible tragedy in New York. Il y a quelques jours, une terrible tragédie s'est produite à l'aéroport, LaGuardia de New York. Il y a quelques jours, une terrible tragédie s'est produite à l'aéroport, LaGuardia de New York. Je vais vous faire écouter l'horrible enregistrement de l'agent du contrôle aérien qui ordonne à un gros camion pompier d'entrer sur une piste, puis réalise qu'un avion d'Air Canada atterrit sur cette même piste et tente désespérément d'empêcher le camion d'entrer sur la piste. Arrêtez le camion. Arrêtez. 2004 déclare une urgence. Les agents de bord à l'arrière se sentent mal à cause de l'odeur. Nous allons devoir nous rendre à toutes les portes disponibles à ce moment-là. Bon. Eh bien. C'est encore ça. Avez-vous des portes pour United? Parce que maintenant nous déclarons une urgence. Ils veulent sortir. Laissez-moi. Leur demander. Mais moi, je vous rappelle tout de suite. Juste là. J146. L'ordre posé pour les FK 4 J. 646, numéro 2, cap pour atterrir. 4, numéro 2 pour J, 646. Et 2084, avez-vous une porte disponible en ce moment? Sinon, nous allons probablement demander un service aérien. Donnez-moi. 2184. Attends, véhicule. Unité nécessaire à traverser la piste. Véhicule d'urgence appelant au sol. Appelez-vous la tour. La compagnie World Tower 1. Camion 1 et compagnie. La Guardia Tower demande de traverser 4 à Delta. Camion 1 et compagnie traverse pour Delta. Camion 1 et compagnie traversant pour Delta. Frontière Camille 195, arrêtez-vous là s'il vous plaît.
Camion. Quatre mains de Corinne, voyons ici. 263 faire le tour de la piste en direction de 1646. Je sais que vous ne pouvez pas bouger avec un véhicule, maintenez simplement votre position, je sais que vous ne pouvez pas bouger, le véhicule ne pourrait pas bouger. La piste est fermée. Faire le tour de la piste en direction de 2000. 2000, faire le tour. 2000, ça 3. Tour de contrôle. 0 pour rappel, 40 est fermé pour le moment, aucun avion n'est présent ou... C'est tellement terrible. Absolument terrible. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous avez un peu moins détourné le regard. Voici une vidéo de l'impact réel de l'avion qui se déplaçait très rapidement au sol et qui s'est écrasé contre le gros camion de pompiers. Vous pouvez le voir sur cette photo, tout l'avant de l'avion a été détruit. Et les pilotes sont manifestement morts sur le coup. L'hôtesse de l'air qui était attachée à un siège a été projetée à des centaines de mètres. C'est absolument choquant. Et c'est arrivé très tard dans la nuit. J'étais en train d'embarquer dans un avion, et vous vous souvenez peu moins que je suis allé à Fredericton très brièvement, et que je suis monté dans l'avion vers 5 h du matin. Donc tout le personnel venait d'apprendre ce qui s'était passé. Et c'était la panique dans l'avion, tout le monde était en cendres. Et les pilotes, l'équipage, tout le monde avait entendu ce qui se passait à New York. C'était absolument dévastateur. J'imagine que le PDG Tergesh d'Air Canada a été réveillé de son sommeil. Si cet accident s'était produit, je crois qu'il était vers 23h30, je ne doute pas. Quelqu'un aurait appelé le PDG probablement vers minuit ou 1h du matin, pas plus tard. Il aurait donc été réveillé. Commencer à faire des choses. Le travail horrible d'informer les familles, de déterminer qui était dans l'avion, de quelle aide médicale, de quelle autre aide ils avaient besoin, en leur faisant savoir, comme vous pouvez l'imaginer qu'il y avait tellement de choses à faire. Donc, il n'a probablement dormi qu'une heure. Et l'une des choses que son équipe de communication lui a demandé de faire était de publier une déclaration, ce qu'il a fait sur Twitter à Sydney. Il a fait cette déclaration, je ne sais pas, je l'ai regardé presque immédiatement après sa mise en ligne, et on voit bien qu'il n'est pas du genre à faire la démonstration. Ce n'est pas un type à la personnalité de type « Ah, en fait, je ne l'avais jamais vu auparavant, je ne connaissais même pas son nom ». Il est discret par rapport aux anciens PDG de compagnies aériennes ou à d'autres PDG de compagnies aériennes qui attirent parfois de vraies personnalités. Ce type semble très modeste en comparaison. Je veux que vous la regardiez. Elle dure quelques minutes. Je l'ai regardé, j'ai trouvé qu'elle était sincère. J'ai trouvé qu'il montrait qu'il était visiblement fatigué et triste. C'était très sincère. Il n'était pas du tout du genre à faire la démonstration. J'ai trouvé ça un peu touchant. Je veux dire, le contenu était assez sec. Voyez par vous-même. Voici le PDG de Canada, Michael Rousseau. Regarde, bonjour. Je suis Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Our society and our planet face many ongoing. Aujourd'hui est une journée très sombre pour Air Canada. Je suis ici pour vous fournir des informations sur un accident impliquant un avion d'Air Canada Express. L'avion était exploité par Jazz Aviation LP, qui exploite des vols pour le compte d'Air Canada. Tout d'abord, et c'est le plus important, je tiens à exprimer notre plus profonde tristesse pour toutes les personnes touchées. Nos efforts sont axés sur les besoins de nos passagers et des membres d'équipage, ainsi que de leurs familles et de leurs proches. Nous savons que c'est une journée difficile pour tout le monde, y compris pour nous tous chez Air Canada. Nous savons qu'il y a beaucoup de questions, mais à ce stade précoce, nous n'avons pas toutes les réponses, car les circonstances sont toujours en cours d'évaluation. Cependant, je souhaite vous faire part des informations dont je dispose pour le moment. L'événement s'est produit à l'aéroport de LaGuardia après l'atterrissage du vol AC-846 d'Air Canada, exploité par Jazz Aviation. Un avion CRJ 900 reliant Montréal à New York avait atterri. Le vol AC-846 transportait 72 passagers et 4 membres d'équipage, pour un total de 76 personnes à bord. Nous savons désormais que le commandant de bord et le copilote ont été tués dans cet accident.
Nous sommes profondément attristés par la perte de 2 employés du jazz. Et nous adressons nos plus sincères condoléances à toute la communauté du jazz et à leurs familles. Nous travaillons avec les autorités pour confirmer le nombre de blessés et s'il y a d'autres décès. Nous collaborons activement avec toutes les autorités compétentes dans le cadre des interventions d'urgence. L'équipe d'assistance spéciale d'Air Canada a été mobilisée pour aider nos clients et leurs familles. Nous soutenons pleinement les autorités compétentes dans leur enquête afin d'en apprendre le plus possible sur ces événements. Bien que ce travail prenne du temps, nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'instant. Et pour l'instant, cela signifie que nous devons nous concentrer sur la prise en charge des personnes touchées, et par cet incident, y compris de leur famille. Les membres de notre équipe spécialisée seront en route pour New York. Nous savons que de nombreuses personnes sont préoccupées par le bien-être de leurs proches. Et nous avons mis en place une ligne d'assistance spéciale. Les amis et la famille peuvent appeler le 1-800-961-799. C'est le 1-800-27-099. Si vous pensez avoir des amis ou des membres de votre famille à bord du vol 8146 d'Air Canada. Nous comprenons et apprécions que les gens recherchent des informations. Sachez que nous fournirons les informations dès qu'elles auront été vérifiées et autorisées par les autorités. Toutes nos déclarations et mises à jour officielles seront publiées sur notre site web aircanada.com et sur les médias sociaux officiels d'Air Canada. Notre équipe de professionnels hautement qualifiés travaillera 24 heures sur 24 pour aider nos clients, notre équipage et leurs familles de toutes les manières possibles. Et nous vous tiendrons régulièrement au courant dès que des informations seront disponibles. Merci. Merci. Eh bien, comme vous pouvez le voir, malgré son nom, Rousseau, il n'est pas français. Ils ont donc mis des sous-titres en France et en dessous, ce qui fait manifestement l'affaire, mais ils n'ont pas été traduits. Alors, Rousseau lui-même n'a pas essayé de le dire en français et personne d'autre ne l'a fait en français. Et je pense que, moi, c'est franchement l'une ou l'autre aurait été une mauvaise idée. Faire dire ça à quelqu'un d'autre en français n'a pas vraiment de sens, car il y avait des sous-titres en français. Et il faut que ça vienne du PDG. Apparemment, son français est très faible et ça aurait été un désastre s'il avait essayé. Mais laissez-moi vous dire l'évidence. Ce n'est pas ce qui lui passait par la tête. À ce moment-là, il pensait à un avion où 2 pilotes sont morts, beaucoup d'autres ont été blessés, et il n'avait pas tous les faits. Et il devait faire son travail. C'était ce qu'il avait en tête. Et le ministère américain des Transports a également été choqué par cela. Ils ont donné leur avis. Le secrétaire au transport a immédiatement déclaré qu'il s'impliquait. Ils ont même fermé l'aéroport de LaGuardia, qui est l'un des plus grands aéroports de New York, qui a été fermé pendant un bon moment. Il y aura beaucoup de questions, principalement pour les Américains, car comme vous l'avez entendu dans l'audio, cela ressemble certainement à une erreur du contrôle du trafic aérien. Il peut y avoir eu d'autres erreurs également. J'ai entendu dire qu'il y avait peu moins à être un problème de transpondeur, comme un identifiant à l'endroit où se trouvait le camion. Il peut y avoir eu d'autres problèmes. Je crois comprendre qu'il y avait un autre avion, une United qui avait une urgence possible à laquelle il devait répondre. Tout le système aéroportuaire a été mis à rude épreuve en raison d'indifférents budgétaires. À Washington, la TSA a donc eu d'énormes files d'attente. Évidemment, cela n'a rien à voir ici. Ils disent qu'il y a une pénurie de contrôleurs aériens en Amérique. Je le crois, mais je ne sais pas si cela a joué un rôle ici. Bon, on dirait que l'homme qui était de service était manifestement surchargé. Et je suis sûr que nous aurons un rapport exhaustif sur ce qui s'est passé en temps voulu. Mais d'après ce que nous pouvons déjà voir, c'est une tragédie. C'est un accident. C'est peu moins de plus que cela. C'est peu moins de la négligence. Mais il est assez évident que ce n'est pas la faute d'Air Canada. Et ce n'est certainement pas la faute du PDG d'Air Canada, mais regardez cette réaction. Regardez qui utilisait cette tragédie pour attirer les caméras. Regardez Mélanie Joly. C'est toujours à propos d'elle, n'est-ce pas? Elle ne supporte pas le fait qu'il y ait un moment émotionnel où elle n'est pas au centre. Regardez-la faire en sorte que tout tourne autour d'elle. Belle et jolie. Besoin d'une bonne dose de boost pour commencer. Il s'agit aussi du fait que le paysan d'Air Canada ne parlait pas français.
français à l'époque, alors que nous savons que beaucoup de victimes et leurs familles sont francophones, sachant également qu'Air Canada a des obligations en vertu de la loi sur langues officielles, sur les langues officielles. Juste penser que cela démontrait un manque d'empathie et un manque de sensibilité. Et en ce sens, je pense que c'est une question de leadership moral. Et je pense que dans ces circonstances, le président d'Air Canada doit montrer qu'il a compris le message et qu'il doit s'assurer que lui-même et toute l'entreprise respectent leurs obligations en vertu de la loi. C'est vraiment une femme dégoûtante. Imaginez, essayez de faire les gros tirs de cette tragédie personnelle. Voici Marc Carnet, à qui on a manifestement dit que ce serait une bonne occasion de consolider son soutien au Québec, surtout avec cette élection partielle québécoise qui aura lieu dans quelques semaines. Voici Marc Carnet. Nous vivons, comme je viens de le dire, dans un pays bilingue. Nous sommes fiers de vivre dans un pays bilingue. Et les entreprises comme Air Canada en particulier ont la responsabilité de toujours communiquer dans les deux langues officielles, quelle que soit la situation. Où je suis très, comme d'autres le sont, à juste titre, par ce message unilingue du PDG d'Air Canada. Peu importe les circonstances, mais particulièrement dans ces circonstances, le manque de jugement et le manque de compassion. Comme vous le savez, le comité des langues officielles a convoqué le PDG pour qu'il comparaisse. Je suivrai de près ses commentaires, et les commentaires que j'attends en temps voulu du conseil d'administration. Oui, son français n'est pas beaucoup mieux que le mien, ou disons celui de Preston Manning. Si mon français était aussi mauvais que le sien, je ne suis pas sûr que je pointerais quelqu'un d'autre du doigt. Et qu'a-t-il dit l'autre jour lorsqu'on lui a demandé s'il avait case l'attaque de l'Iran contre nos soldats au Koweït? Qu'est-ce que c'était déjà? Tiens, regarde. Eh bien, je veux dire, je ne suis pas le seul porte-parole du gouvernement. Là... Oh, c'est vrai. Il a lui-même dit qu'il n'était pas le seul porte-parole du Canada. J'imagine que ça marche pour le tiré d'affaires, mais il ne laisserait pas ça s'appliquer au PDG d'Air Canada.